Oui, merci. Et je veux remercier Martin Kaltenecker et tous les organisateurs de ces journées, de leur invitation. Je suis très heureux de partager mes recherches avec vous et de découvrir les vôtres. C'est des choses très nouvelles pour moi, c'est très stimulant. Donc aujourd'hui, je vais retracer le voyage d'une musique traditionnelle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à la table du travail du compositeur français Olivier Messiaen, que vous connaissez. Il y a un rue pas loin d'ici qui est nommé pour lui. Et l'étude de ce passage entre deux cultures, d'une polyphonie orale qui est devenue chez Messiaen mélodie écrite, permet d'appréhender les altérations effectuées par le compositeur pendant l'acte créateur et de situer les choix esthétiques, ces choix esthétiques dans un contexte plus large, comprenant des musiciens des cultures français et papous, les rites traditionnels et l'activité des anthropologues et missionnaires français en Papouasie au premier moitié du XXe siècle. Donc, avec mes collègues Yves Balmer et Thomas Lacotte, je me suis souvent intéressé à l'emprunt, transformation et juxtaposition des musiques préexistantes dans l'œuvre de Messiaen. Et les thèmes papous dans les études Île-de-Feu participent à tout un réseau d'emprunts allant de la musique indienne aux compositions de Chopin, de Falla, Webern et Stravinsky, mais je n'aborderai pas la question de l'interaction de ces emprunts aujourd'hui. Je vous parle simplement des origines et des transformations des thèmes papous. Donc, Messiaen a composé les deux Île-de-Feu, les deux études, pendant l'été 1950, malgré la référence à la Papouasie faite par le compositeur dans les dédicaces et donc dans les titres. La nature de le lien avec l'île de la Papouasie n'a pas dû être très claire pour les premiers auditeurs, je pense. Ce ne serait que grâce aux analyses faites par le compositeur dans ses classes au conservatoire et privé, puis publiées des décennies plus tard, que l'on apprendra qu'une partie considérable du matériau mélodique des Île-de-Feu a été inspirée et, comme on verra, dérivée des transcriptions des musiques traditionnelles. Et donc, il faut rappeler ici que les études Île-de-Feu ouvrent et ferment les 4 études de rythme. Donc, c'est un nom qui était un peu officieux au début et qui est devenu officiel. C'est maintenant, on voit 4 études de rythme sur les pages titres des partitions éditées par Durand. Donc, les Île-de-Feu encadrent 2 autres études centrales, donc mode de valeur et d'intensité et nombre rythmique, qui furent tout de suite remarqués par leur écriture innovatrice, notamment le sérialisme intégral des modes de valeur et d'intensité, comme vous savez tous. Donc, ceci fait que les 4 études sont rapidement devenues une sorte de monument de la modernité musicale, un jalon important de toute l'histoire de la musique savante occidentale au XXe siècle. Et ainsi, des expériences les plus poussées de compositeurs dans l'abstraction sérielle seront voisines des Île-de-Feu, qui sont, disons-le, des morceaux de bravoure, violents, plus proches des Mephisto Waltz de Franz Liszt, l'Allegro Barbaro, et avec tambour et fifre en plein air de Bartók, ou la Princesse de Bali d'André Jolivet, que la Seconde École de Vienne. Mais encore plus que ces œuvres intérieures, dans les Île-de-Feu, on a une sorte d'évocation du frisson exotique de ces rencontres avec une culture fantasmée aux antipodes des soi-disant traditions européennes. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il est intéressant de vous rappeler la forme des 2 études Île-de-Feu, si vous ne les connaissez pas, afin de mieux comprendre le rôle qui est joué par des thèmes papous. Donc, Messiaen a publié des analyses, des études à 2 reprises, et j'ai choisi de suivre ces analyses pour vous donner sa vision de leur forme. Donc, il s'agit de 2 formes strophiques, où les thèmes papous servent de refrain, et dans chaque strophe, le retour de la mélodie d'origine papou est varié par des accompagnements différents. Donc, ça revient, mais on va avoir parfois des mouvements parallèles, parfois un accompagnement en chant d'oiseau, ça change à chaque strophe. Et dans son analyse de l'Île-de-Feu 1, Messiaen voit une section nouvelle à chaque retour du thème papou. Donc, du coup, on a les refrains et les gestes contrastants couplés ensemble, avec 6 sections et une conclusion. Et si, dans son analyse, il considère les couplets plus importants de l'Île-de-Feu comme des sections à part entière, ce qui donnerait 9 sections et un coda, il reste que les 2 études sont quand même 5 strophes, compte 5 strophes. Et entre ces strophes, comme j'ai dit, Messiaen intercale une musique contrastante. Dans la première étude, les couplets contrastants sont composés de gestes dramatiques, parfois violents, que le compositeur compare à des flèches ou des gifles,
Et dans le deuxième île de feu, Messiaen donne préférence au couplet composé des interversions d'une série de 12 sons durés, un mélange d'écriture qui fait que l'île de feu 2 est une sorte de synthèse des techniques employées dans les 3 études précédentes. Donc, vers la fin de chacune des 2 îles de feu, Messiaen interrompt le cycle de strophes, avec le strophe de Mélodie Papou, pour insérer un passage moto perpetuo. Et ce sont donc des formes strophiques basées sur des chants traditionnels, à la fin desquels Messiaen insère une section frénétique et dansante. Cette forme d'un chant strophique suivi par une danse vient peut-être des cérémonies décrites par des missionnaires catholiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme on verra dans un moment. Mais je propose maintenant d'écouter le premier, seulement la première étude Île de Feu, interprétée par Messiaen, afin que vous puissiez entendre la place qui occupe le thème papou au sein de la forme strophique. Donc on a le thème en haut. Et ça, c'est le thème des refrains, c'est le thème de dérivation papou. Et voilà, ça nous faciliterait à comprendre l'analyse. Je cherche l'extrait. Deuxième couplet. Troisième strophe. Quatrième. Le moto perpetuo dansant. Le danse, le moto perpetuo aussi. Il faut dire que je n'ai pas transcrit, mais la danse vient d'un autre thème papou qui est adapté, mais que je n'ai pas ajouté là et on va... Ça, c'est le deuxième, pardon, qu'on ne va pas analyser aujourd'hui. Donc, si nous voudrions comprendre pourquoi Messiaen a choisi de travailler avec des thèmes papou dans cette manière, dans cet affect violent, nous devons d'abord s'intéresser à sa connaissance dans la matière de la musique traditionnelle de la Papouasie. On a 2 textes dans son traité de couleurs, de rythme et d'ornithologie qui partagent un certain nombre de propos et qui nous fournissent des indices. Par exemple, voilà, je les présente. La présentation des 14 thèmes papous dans une partie de son traité qui s'appelle Folklore mondial, dans le tome 7, indique que Messiaen a reçu les transcriptions d'au moins 14 chants traditionnels du monseigneur André Saurin. Donc Saurin était un évêque de la Papouasie Nouvelle-Guinée entre 1946 et sa mort en 1959. En outre, le traité livre un certain nombre d'impressions de Messiaen sur la Papouasie et on remarque, donc je résume ce qu'on voit dans les textes déjà, que cette dédicace à la Papouasie et des îles des Feux ne fait pas référence à l'île proprement parlant, mais à l'ensemble de ces peuples. Que Messiaen est fasciné par des traditions et croyances animistes de ces peuples, on ne sait pas lesquels, et que Messiaen lit un aspect rude et violent dans les transcriptions des chants d'oiseaux chants papous, qui lui séduit. Et cette dimension violente est soulignée dans les partitions et analysée par des analyses de Messiaen. Le compositeur marque son deuxième île de feu vif et féroce,
et souligne que ce sont des chants de coupeurs des têtes dans son analyse. Il faut dire que le fantasme de la Papouasie cannibale est très fort dans les analyses des nations, qui reprennent certainement des propos des auteurs missionnaires, dont notamment Saurin par le biais d'un collègue du Péra, dont on parlera dans un moment. Donc on voit ici le début de la partition de Île de Feu 1. Donc si on compare les deux refrains en style papou de Messiaen avec les chants transcrits par André Saurin, on arrive à déceler des types de transformations opérées par le compositeur. Donc la violence perçue par Messiaen dans les chants est accentuée par les nuances et articulations ajoutées dans sa partition, par l'emploi des tessitures les plus profondes, ici, du clavier, et par l'ajout des accompagnements percussifs tels le cluster des 3 notes les plus basses du clavier. Mais par contre, si on regarde les mélodies de Saurin, on voit que c'est une tessiture chantée, ce n'est pas du tout aussi basse. L'intérêt de Messiaen pour ces transcriptions, donc voilà quelques mélodies qui viennent du traité, qui sont des transcriptions de l'évêque Saurin. L'intérêt de Messiaen pour ces transcriptions est facile à comprendre parce qu'elle contient plusieurs des traits typiques de son propre style et par conséquent, ils ont besoin de relativement peu d'altérations pour être intégrés dans le tissu de son étude. Donc on observe des rythmes additifs, haletants, des valeurs rythmiques variées, mélodies disjointes mais lyriques avec des larges tessitures, et enfin l'emploi fréquent, assez étonnant dans une musique traditionnelle, du demi-ton et du triton, parfois même en guise de formule cadentielle, comme ferait Messiaen également. Donc Messiaen altère relativement peu les rythmes et hauteurs des thèmes papous dans la construction des refrains pour ces deux études d'Île de Feu. Il prend des fragments qui lui plaisent et il les ajuste légèrement pour créer une nouvelle mélodie. Donc voilà, on voit comment ça marche dans la première Île de Feu. On voit qu'il est bricolé à peu près à partir de 2 mélodies, les mélodies 9, 2 et 9, parmi les 14 qui publient dans le traité. Messiaen va ajouter un petit chromatisme et quelques notes répétées qui ne sont pas présentes dans les mélodies de Saurin. Mais par contre, pour la finale, il va retenir le finale typique de Mi, qui se trouve dans 12 des 14 mélodies reproduites dans son traité. Si on regarde le deuxième thème, qui est un peu plus long et qui approche un peu plus par ses proportions, les proportions des mélodies papous, ici on voit le refrain de l'Île de Feu 2 en 3 phrases, qui imite plus fidèlement la construction des mélodies transcrites par Saurin, mélangeant principalement des motifs rythmiques et mélodiques, des mélodies 11 et 12. Je vais le jouer très rapidement, comme ça vous aurez ça en tête. Non, c'est pas le même. Excuse-moi. Voilà, le passage suivant, c'est cette texture contrastant, beaucoup plus sérielle. Donc, voilà, la question arrive. De quelle Papouasie parle-t-on, parle Messiaen? Si elle a été relativement facile de reconstituer les transformations effectuées par Messiaen sur les transcriptions de Saurin, il suffit d'avoir le traité et de le comparer aux partitions des deux Îles de Feu, il est moins aisé de situer les origines de l'affect violent et sombre des Îles de Feu ou de comprendre la fonction des refrains en style papou au sein de leur forme. Ceci soulève des questions plus larges sur ce qu'est représentée la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l'univers imaginaire de Messiaen. De quelle culture, d'ailleurs, parmi les centaines d'ethnies de la Nouvelle-Guinée, viennent les transcriptions musicales du Père Saurin? Comment est-ce qu'ils ont été transformés lors de l'acte de transcription? Et comment est-ce que Messiaen est entré en contact avec cet évêque de l'Océanie? Pour l'instant, il n'est pas clair comment et quand exactement Messiaen a reçu ces transcriptions, ni de quel genre de notes ethnologiques elles étaient accompagnées, mais j'ai quand même plusieurs hypothèses. Et il est toutefois possible d'identifier la culture et même le genre de plusieurs de ces 14 mélodies qui sont reproduites dans le traité. Ça, c'est grâce aux nombreuses publications du père André du Péra, qui était un confrère de l'évêque Saurin et qui a beaucoup écrit sur les activités des missionnaires de Sacré-Cœur en Papouasie,
dans le but de faire leur propre promotion au sein des fidèles de l'Église en France principalement. Donc, l'évêque Sorin, André Sorin, qui était né à Sables-d'Olonne en 1903 et qui est entré dans l'ordre des missionnaires de Sacré-Cœur en 1925 et qui est arrivé à la mission de Yule Island, à Nouvelle-Guinée, en juillet 1931. Après avoir travaillé un peu de temps dans les tribus côtières, entre 1933 et 1937, Sorin poursuit ses activités de prosélyte parmi les Fuyugé, donc une ethnie habitante des régions montagneuses qui sont très difficiles d'accès. Pour vous montrer sur la carte. Ce peuple existe encore de nos jours. C'est une population assez diffuse de quelques 14 000 personnes. Ils sont encore étudiés aussi par des anthropologues, notamment leurs grandes cérémonies de danse qui sont organisées autour de la culte des ancêtres. Ils sont suivis par un anthropologue anglais qui s'appelle Eric Hirsch, qui a beaucoup travaillé sur eux. Donc, les photographies et les lettres de Sorin et de Dupeyrat étaient régulièrement publiées dans des journaux de propagande missionnaire. On a un exemple ici, des annales de la propagation de foi. Et assez paradoxalement, peut-être pas paradoxalement, mais c'est un fait, Sorin, comme Dupeyrat, s'intéressait aux cultures de tribus qui tentaient de convertir et de ne pas effacer les cultures. Sorin, par exemple, a servi comme une sorte d'expert et facilitateur lors du passage du jeune Georges Dobo en Nouvelle-Guinée, où il avait été envoyé par Georges Rivière en 1933 pour collectionner des objets pour le musée d'ethnographie du Trocadéro. Donc on voit que ces hommes d'église sont des gens qui sont sur le terrain et qui sont une source majeure de l'information pour les scientifiques en France et qui vont même faciliter la collecte des objets, l'annotation des objets avec des notes ethnographiques, etc. Malgré le fait qu'en même temps, ils essaient d'éliminer certaines traditions locales au faveur de l'Église catholique. Si le paysage abrupt de Papouasie empêcherait l'enregistrement des chants de l'intérieur, et ceci même dans les années 1950, quand les missionnaires se sont procurés un magnétophone, la mobilité des missionnaires et la simplicité de prendre des notes ou des photographies, faire des transcriptions musicales, leur a permis d'étudier les objets de leur mission dans les régions où des ethnologues formés, comme Georges Dobo justement, n'avaient pas eu l'occasion de voyager. Sorin était un musicien bien formé, il est même allé au conservatoire, il n'est pas clair lequel, on n'a pas découvert ça encore, mais il s'intéressait aux musiques des diverses populations qu'il a rencontrées. Il était particulièrement frappé par la beauté de la musique des Fuyugé. Il a entrepris la transcription des centaines de leurs chants et leurs danses, et selon un article datant de 1946, il a adapté 200 chants traditionnels, et je cite, « Il remplaça les mots barbares par des paroles chrétiennes et les fit chanter dans nos églises. » Donc voilà un autre exemple des paroles qui vont changer et qui vont présenter d'autres difficultés. De son côté, Dupeyrat lamenta, donc son collègue, en même temps que Sorin est en train d'adapter la culture locale pour les besoins de l'Église, Dupeyrat lamenta des tensions matérielles liées aux grandes cérémonies du Gab, qui est le cœur de la culture fuyugé, et de ses pratiques musicales. Disons que la danse, la musique de ces grandes cérémonies ont donné les cochons et les cassaves et tout ça, ça occupait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Son confrère dit quand même, cette cérémonie-là, c'est nocif à la société. Donc, on a deux hommes qui travaillaient ensemble dans le but de propager la foi en Nouvelle-Guinée, mais qui n'avaient pas les mêmes idées quant à l'approche à prendre pour les arts locaux. Donc, de son côté, Dupeyrat, j'ai déjà dit ça. Donc, la collecte des données sur les peuples de la Nouvelle-Guinée via des observations écrites, photographies, enregistrements sonores et cinématiques, sans parler de la collecte des objets, servait de base pour les premières études de ces cultures, comme j'ai dit, mais a également permis aux missionnaires de mieux comprendre les cibles de leurs activités et de promouvoir leurs projets auprès des fidèles dans l'Occident. À la fin de 1935, suite à la publication de son premier livre, donc Papouasie, Histoire de la mission, Dupeyrat rentre en France pour lever des fonds et faire une grande tournée de conférences, avec des titres comme « La plantation de l'Église dans les terres sauvages » et « Papouasie, terre inconnue ». Les conférences de Dupeyrat ont été accompagnées des films documentaires décrits comme « projections saisissantes et documents inédits », promettant un regard sur, et je cite, « cette terre lointaine, la plus mystérieuse et la plus meurtrière du monde ». Fin de citation.
Il a beaucoup tourné en France, le père d'Opéra, mais si Messiaen avait raté cette tournée, il aurait pu lire l'un des 2 articles écrits à cette époque par la compositrice et ethnologue Jean Hercher-Clément sur les transcriptions musicales de Saurin. Et Hercher-Clément et Messiaen tournaient dans les mêmes cercles, ils se connaissaient très probablement. En plus, un des articles de Hercher-Clément était dans la revue musicale et on sait que Messiaen lisait la revue musicale. Donc, Dupérat avait envoyé une poignée de ses transcriptions de musique fuyugée à Hercher-Clément lors de sa visite en France. Elle a publié un exemple de cette musique dans la revue musicale et plusieurs d'autres dans la revue Ethnologie en 1938. Et ce dernier article semble reprendre presque verbatim les notes de Saurin, parce que ces mêmes notes seront republiées par Dupérat en 1954 dans un autre livre de Dupérat, Jour de fête chez les Papous. Et la lecture des écrits de Hercher-Clément et Dupérat rédigés à partir des notes de Saurin permet de comprendre la diversité probable des mélodies publiées et transformées par Messiaen. C'est-à-dire que ces 14 mélodies qu'on trouve dans le traité ont probablement tous des fonctions différentes, même si certains relèvent des genres similaires. Donc, 2 des mélodies publiées dans l'ethnologie se retrouvent parmi les 14 publiées par Messiaen dans son traité, avec des légères différences de transcription qui suggèrent que Messiaen avait soit une autre source de Hercher-Clément ou qu'il a volontairement simplifié des exemples. Il enlève l'harmonisation, des variations rythmiques et microtonales, des glissando, pour conserver que les préludes des morceaux. On voit une simplification, donc déjà vers la monophonie, vers un style plus instrumental, surtout quand on compare ce que Messiaen a fait avec ses transcriptions et les enregistrements des musiques de même genre que les transcriptions qu'il a publiées. Donc voilà, la chanson numéro 7, par exemple, publiée par Messiaen, est un chant du soir, et le numéro 14 est un chant d'une grande cérémonie dansée, c'est le gab. Voilà, 2, et on voit quand même les différences entre ce que Messiaen publie et ce que Hercher-Clément a publié. C'est moins flagrant ici, mais il y a quand même des différences. Dans les 2 cas, le profil mélodique est d'abord, donc dans le cas de ces 2 chansons, la mélodie est d'abord chantée bouche fermée ou sur une voyelle, et puis répétée avec des paroles en plusieurs strophes qui sont souvent harmonisées. Aucun des 2 exemples n'est particulièrement violent, il faut le remarquer. Selon les notes de Saurin, la mélodie 7 est plutôt berçant, et la mélodie 14, malgré le fait que ça fait partie d'une grande cérémonie dansée, il y a des danses plus violentes, est plutôt mélancolique. Donc, il n'est pas facile de trouver des enregistrements historiques des chants fuyugés pour les comparer aux transcriptions de Saurin, mais ils existent. Saurin et Dupérat, comme j'ai dit, ont reçu un magnétophone en 1950. Et si les difficultés de climat et de transport les ont obligés d'utiliser des magnétophones sur les côtes, ils ont pu enregistrer des chants des portiers, des gens qui amenaient des matières de l'intérieur, qui sont venus à Yule Island en juillet 1951. Donc, on trouve la trace d'au moins 8 chants fuyugés enregistrés par Dupérat et Saurin dans les notes de l'ethnologue belge Paul Collard. Mais les bandes originales sur lesquelles les notes de Collard sont basées venaient des collections de la radio flamande. Et depuis que la dernière fois que j'ai fait cette présentation déjà pour Martin, depuis ça, j'ai pu visiter la radio flamande. C'est très frustrant parce que, en effet, c'est pas mal parce qu'on a transféré ces bandes vers disque, mais la bande avec les chants fuyugés, soi-disant les plus musicales, les plus intéressants, et ceux sur lesquels Messiaen a travaillé, pour une raison ou une autre, n'a pas été transféré vers disque et est maintenant perdu. Mais heureusement, 3 des chants en question ont également été choisis à l'époque, donc dans les années 50, par Alan Lomax pour la World Library of Folk and Primitive Music. Et le seul exemple de musique fuyugée de cette époque, proprement dit, musique fuyugée proprement dit, est chanté par un garçon de 14 ans. Nous entendrons donc au début de cette mélodie, il serait chanté sur une seule syllabe, puis chanté ensuite sur des paroles. Et selon les notes du Dupérat Saurin qui sont republiées par Lomax sur la pochette de disque, et qui ajoutent fièrement que les fuyugés sont des anciens cannibales qui sont maintenant catholiques, on apprend que c'est une chanson du soir qui a été composée par le père du garçon. Donc,
Ce qui est intéressant aussi chez ces missionnaires, c'est qu'ils s'intéressent quand même à l'idée de composer, qu'est-ce que c'est d'être auteur de mélodies. Donc cette notion qui est quand même présente chez les Fuyugé a été remarquée par les missionnaires. Écoutons cet exemple. Cet enfant, je pense, aurait 80 ans aujourd'hui. Et il y a, comme j'ai dit, les Fuyugé sont encore bien présents. Il y a des ethnomusicologues qui travaillent sur la musique, mais la musique contemporaine de ces tribus est bien autre aujourd'hui. Donc, ce répertoire-là n'existe plus. Donc, les deux autres exemples qui sont conservés, qui sont chantés par des Fuyugé, mais qui empruntent à leurs voisins, les Kuni, je vais quand même les jouer parce que je pense que c'est intéressant. On entend, puisque c'est polyphonique, on entend cette polyphonie pas improvisée, mais cette polyphonie orale, pour vous donner une idée de l'harmonisation qui était possible. Et voilà un autre exemple. Cette fois avec des enfants. Donc, l'écoute de ces musiques permet à la fois de comprendre l'extrême contraste, je pense, c'est clair, entre la mise en musique des îles de feu, mais également que si les transcriptions de Sorin laissent parfois à désirer, qu'en effet, le missionnaire a été en face d'un objet musical assez complexe. Et je dois ajouter que, comme je dis, malgré les imperfections, les notes de Sorin indiquent les hésitations, les demi-tons, les fins des phrases glissantes. Enfin, c'est quand même un transcripteur supérieur à, par exemple, ce que j'ai vu dans les notes de Paul Collard. Donc, est-ce que le fait que Messiaen réfère au Sorin comme Monseigneur dans son traité indique qu'il a reçu des mélodies après l'élévation de Sorin à son rang d'évêque en 1946? Il n'est pas clair, mais il reste la question de ce lien entre Messiaen et Sorin. Dupérat semble également avoir effectué des tournées de publicité pour les missionnaires en France après la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être à ce moment-là que Messiaen a appris l'existence de cette musique, de ces missionnaires. Les biographes de Messiaen, Hill et Simeon, proposent le lien d'un Pierre Talek, un supposé ancien gouverneur de Papouasie, qui recherche faite, en fait, il n'y avait pas de gouverneur français de Papouasie, était Jacques Talek, qui est un ancien gouverneur de la Nouvelle-Calédonie,
et qui était quelqu'un qui allait à l'église de la Trinité où Messiaen travaillait, qui fréquentait la classe de Messiaen au conservatoire et qui invitait même Messiaen à dîner chez lui. Donc c'est possible que Messiaen a aussi eu contact avec ces missionnaires en Papouasie par le biais de cet homme. Par contre, il n'est pas allé en Papouasie avant l'été de 1950, pendant une tournée des Nations Unies pour déterminer comment procéder sur ce territoire qui était nouvellement libéré. Et donc, si c'était qu'en 1950, et c'est Talac, en effet, qui a introduit Messiaen aux transcriptions de Saurin, il va falloir repenser la datation des îles de Feu, mais ça, c'est une question de spécialiste. Donc, est-ce que les variations dans les versions des mélodies publiées par Messiaen sont les résultats des changements effectués par Saurin quand il est décidé d'utiliser des chants traditionnels à des fins liturgiques? En tout cas, malgré le sensationnalisme et les violences qui marquent souvent les écrits de Dupérat, il est difficile d'imaginer que Messiaen aurait pu être tellement focalisé sur les violences monophoniques et percussives s'il avait eu en main les notes de Saurin. Ou peut-être il a confondu les chants avec les descriptions des musiques plus dynamiques, des danses, où les chanteurs sont accompagnés par des gros bambous dont ils frappent le sol. En tout cas, je pense que c'est clair que volontairement ou involontairement, Messiaen a contourné la nature de ses répertoires chantés pour composer dans un genre pianistique traditionnel, ce qui n'enlève en rien l'intérêt du résultat. J'aimerais terminer avec quelques réflexions sur la nature plus générale de l'usage de cette musique exotique par Messiaen et ses proches dans la période de l'après-guerre. Bien sûr, les premiers élèves de Messiaen ont poursuivi des recherches dans la musique extra-européenne, parfois d'une manière plus scientifique que le professeur. On sait que Pierre Boulez a voulu partir au Cambodge pour étudier les musiques traditionnelles avant que la guerre de l'Indochine ne l'interrompe son projet. Yvette Grimaud également abandonne la composition et sa carrière de pianiste pour étudier les musiques africaines. Mais Messiaen n'est pas le seul à perdurer dans cette voie plus simple de l'effet exotique, si je peux le dire. À l'époque où il rédige ce passage de son traité Le folklore mondial, donc au milieu des années 50, et qui contient ces transcriptions de Saurin, on est peu de temps après cette décade internationale de musique expérimentale de 1953, conférence organisée par Pierre Schaeffer, la GRMC et la RTF, et qui a associé la musique concrète, musique préparée, musique électronique, musique exotique et musique spatiale, tout dans une même phrase, sur un même plan. Et dans ces concerts de musique spatialisés de 1953, on entend les timbres dorés de Messiaen et le concerto des ambiguïtés de Pierre-Henry jouer à côté des spatialisations de la musique traditionnelle balinaise, par exemple. Donc, toutes les voies d'expérimentation dont l'empreinte de timbre et de musique exotique furent présentées dans cette conférence sur un même plan, plus ou moins. Et c'est dans le même esprit et contexte que je pense qu'il faut comprendre les emprunts à la musique traditionnelle opérée par Messiaen, au sein des œuvres, même les plus expérimentales comme ici. La violence des études Île de Feu résulte d'un fantasme cannibale qui a été exacerbé par la littérature missionnaire et l'ambiguïté de l'écriture musicale des transcriptions de Saurin. On pourrait supposer que Messiaen projette cette violence sur une culture et une matière musicale complexe, qu'il était trop déformé déjà au moment où il l'a reçu par des intermédiaires pour lui permettre de le pleinement comprendre, même s'il avait eu envie. Voilà. Merci.